Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. La réglementation du secteur funéraire ne sera plus la même. Une réforme est annoncée en Conseil des ministres pour mettre le secteur aux normes et standards requis en matière de santé, d'assainissement et d'environnement. Les précisions avec Jean-Marie Nanfanga. Le Béninois accorde un attachement particulier aux morts, surtout la façon dont il doit être traité et conduit dignement à sa dernière demeure. La nouvelle réglementation du secteur funéraire annoncée et les attentes des populations s'enchaînent. Là où il y a les morgues, il faut que ça soit, c'est-à-dire un lieu vraiment isolé de la ville. Que la mort, c'est un deuil. On ne peut pas continuer à encourager le deuil. Non, ce qui est gâté, c'est gâté. Il faut aller chercher quelque part, mettre ça et oublier la douleur et passer à autre chose. Vieille de près de 30 ans, l'ancienne réglementation du secteur funéraire n'encadre que la gestion des entreprises privées de pompes funèbres. Ce secteur est régi, jusqu'à présent, par l'arrêté interministériel du 23 février 1995 portant réglementation des activités de pompes funèbres par les entreprises privées. Près de 30 ans après son application, il est évident qu'il est devenu obsolète et inapproprié au regard des évolutions du secteur et des exigences d'actualisation. Il urge de renforcer la réglementation au fin de réorganiser le secteur funéraire en le mettant aux normes et standards requis en matière de santé, d'hygiène, d'assainissement et d'environnement en vigueur au Bénin. Le présent décret instaure donc des innovations qui s'appliquent à la catégorisation de ces activités, la fixation des normes techniques, sanitaires et environnementales applicables à la création, la gestion des pompes funèbres, des funérariums, des crématoriums et des cimetières. Cette réforme apportera certainement des améliorations dans le secteur des pompes funèbres au Bénin. Le ministère de l'Économie et des Finances, à travers l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, organise dans tous les départements les journées communales d'assainissement du secteur de la microfinance. À Dangbo, les populations ont été suffisamment édifiées sur les pratiques des structures illégales de placement afin de ne pas tomber dans le piège des faussaires. Firmin Bassaro et Michel Ebé. La résurgence des structures illégales de collecte et d'épargne de fonds fait réagir les institutions étatiques. L'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés veille désormais au grain afin de ne donner aucune chance aux personnes malveillantes opérant dans l'illégalité. Depuis la crise dite ICC Service de 2010, des mesures subséquentes ont été prises et renforcées dès 2016 par l'élaboration d'un plan d'assainissement et sa mise en œuvre sous l'égide du ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances. Mais avec les technologies de l'information et de la communication, on note une resurgence de nouvelles pratiques informelles visant à abuser de nos paisibles populations. Élus locaux et communaux, têtes couronnées, sages et différents acteurs de la chaîne ont un grand rôle à jouer dans cette croisade contre l'illégalité en matière de collecte et de placement d'argent. Il me plaît d'affirmer et de rassurer le ministre d'État en charge des Finances que tout le conseil communal de Dangbo est prêt à véritablement accompagner les autorités à divers niveaux afin d'éradiquer progressivement l'informel dans le secteur de la microfinance. Toute notre gratitude au gouvernement et donc à cette agence qui nous capacite pour que nous ayons suffisamment d'éléments pour informer notre population. Vous avez vu tout à l'heure la forte présence des têtes couronnées, des élus locaux jusqu'à la base, pour que chacun de nous puisse s'engager à se mettre dans cette sensibilisation. À la date du 30 avril 2024, 106 institutions agréées de microfinance sont officiellement enregistrées. Les populations sont appelées à rester vigilantes dans le choix des structures devant accueillir leurs économies. Imaginez un monde où 1 milliard de jeunes prennent en charge leur corps et leur destin. Ce rêve se réalise peu à peu grâce à un consortium de 4 ONG qui déroule depuis quelques années une campagne dénommée Billy Billy Now. Parmi elles, l'ONG Ilewa qui mène des actions à Toribosito. On découvre les impacts dans le dossier du jour avec Ola Rodrigue Babagbeto et Alexis Segbemo. Dans le département de l'Atlantique, Toribosito forme avec les communes de Ouida et de Pomassé la zone sanitaire au Kati.
En 2020, la prévalence contraceptive avoisinait les 8% selon Inabel Bénin. Depuis l'année dernière, Aristide fait partie de la soixantaine de jeunes formés pour être des pères éducateurs. La santé sexuelle et reproductive, voilà ce qui nourrit la causerie qu'il dirige ici, avec ce groupe de jeunes. Auparavant, les jeunes de la commune de Toribo-Sito n'avaient pas des informations sur la santé sexuelle et reproductive. Nous avons constaté les enfants qui avortent, ils n'utilisent pas les méthodes qui sont dédiées à l'avortement. Donc on a assez de décès par rapport à l'avortement. Donc nous constatons que nos jeunes, après les causeries éducatives, passent maintenant dans les centres de santé pour prendre les conseils, pour prendre des renseignements. Je n'aimais pas utiliser les préservatifs. J'ai déjà été atteint d'infection. C'est grâce à ces causeries que j'ai changé et le préservatif reste désormais sine qua non pour moi avant tout acte. Comme actrice de ces changements, l'ONG Ilewa. Ce matin, elle est l'organisatrice de ce match de football entre les équipes féminines de Tori et de Ouida. Au dossard des joueuses, pas un numéro, mais des messages d'appel et au devant des maillots, une grosse lettre B, et ce n'est pas pour faire référence à Bocito. La lettre B, oui, c'est un peu le logo, je dirais, de notre campagne Billy Now Now. Billy Now Now, c'est juste pour dire Billion Now. C'est une campagne mondiale qui vise à réunir 1 milliard de jeunes autour de leur santé, autour de leur corps, autour de leur destin et autour de leur culture. Quand on prend les grossesses non désirées, on a quand même un taux qui est assez alarmant dans la commune de Toribo-Sito. Et en termes d'accessibilité, pour l'information en santé et en droits sexuels et reproductifs, ce n'est pas vraiment effectif, ce n'est pas vraiment intégré dans le quotidien des jeunes ici à Toribo-Sito. Donc c'est simplement les raisons qui nous ont motivés à venir à Toribo-Sito. En plus de ce match de football, cette campagne de mobilisation de masse compte une caravane mais aussi une foire. Autant d'activités menées pour l'épanouissement de la jeunesse et les impacts se font significatifs. La foire des Billy, c'est en fait un espace qu'on a réservé pour pouvoir connecter les jeunes. C'est vraiment de pouvoir venir montrer aux jeunes de Toribo-Sito tout ce que les jeunes des autres localités, peut-être urbaines, font et créer en fait une connexion, créer un lien et inspirer aussi les jeunes de la communauté de Toribo-Sito. Je peux vous rassurer, de 2023 à aujourd'hui, ce mouvement Billy Billy, qui est financé par PP Global, a déjà financé autour de 150 millions dans la commune, rien que pour satisfaire la jeunesse. Surtout même former la jeunesse, acheter des équipements pour la jeunesse, insérer les jeunes et déscolariser encore dans la société. C'est en 2023 que la convention est signée avec la commune de Toribo-Sito. Après cette campagne de 3 jours, va suivre la création d'un cadre de formation pour les jeunes sur les questions de santé, de développement et d'employabilité. En attendant, chaque jeune s'empare de son arme pour toujours sortir protégé. À Dangbo, précisément à Yokon, des cuisines modernes pour cantines scolaires viennent d'être inaugurées. L'événement est couplé avec la remise d'équipements au groupement de femmes. C'est de cette façon que Plan International Bénin entend favoriser le maintien des enfants à l'école et contribuer à l'autonomisation de la femme. Virwin Bassao et Michel Ebé. À l'école primaire publique de Yokon dans la commune de Dangbo, un nouveau dispositif de cuisson des aliments des cantines scolaires voit le jour au grand bonheur des populations et des autorités locales. Une cérémonie d'inauguration de 25 cuisines de type moderne couplée avec la remise de divers équipements de transformation et de maraîchage à 80 associations de mères d'enfants parrainées dans les communes d'Adjohun, Bonou, Dangbo et Adjawere. Environ 4500 écoliers, 144 enseignants et acteurs des cantines scolaires de 25 établissements primaires publics du Bénin vont vivre de meilleures conditions de préparation des repas. Prenant appui sur l'axe 5 du 3e pilier du programme d'action du gouvernement, Plan International Bénin, grâce à la qualité de son engagement aux côtés du gouvernement,
procédera à la remise ce jour d'un lot d'équipements à 80 associations constituées de 1993 femmes. Chères femmes et groupements de femmes, si la cantine scolaire est une opportunité pour la scolarisation et le maintien des enfants à l'école, ces équipements le sont tout autant pour vous. Nous voudrions exhorter à cet effet toutes les parties prenantes à s'activer sur le terrain afin de faciliter à nos partenaires la mise en œuvre des projets transformateurs et d'autres initiatives à venir dans nos communautés. Les travaux de construction des cuisines ont été réalisés par des entreprises nationales recrutées par l'ONG Gbewa pour un montant de plus de 104 millions de francs CFA. Solution efficace au problème d'inondation de Cotonou et ses environs. Au lendemain des pluies qui se sont abattues sur la ville de Cotonou, nous sommes descendus dans le quartier Agla, une des localités ayant bénéficié du programme d'assainissement. Voici le constat avec William Tchoki et Edmond Humbo. C'était une zone point noir de la ville de Cotonou. Aujourd'hui, elle rayonne de propreté, brille de millefeuilles à travers ses lampadaires solaires et ça circule nuit et jour sans la moindre inquiétude. Ici maintenant, ça devient petit Paris pour nous. Maintenant, les enfants s'amusent et tout le monde voit partout. Le travail, c'est très très bon. C'est la zone marécageuse du quartier Agla Vonfilao, un véritable bas-fond couvrant une bonne partie d'Agla Aklomé jusqu'à la lisière de Godomé. Une zone humide aménagée de fond en comble et les populations riveraines, à l'image de ces enfants en plein divertissement, disent tout leur soulagement au lendemain d'une forte pluie qui s'est abattue sur la ville. Avant là, c'est bas-fond complètement ici. C'est bas-fond, on ne peut même pas passer. C'est bas-fond complètement. On ne sait même pas que ça va, on va faire jusqu'à ça en ce point-là. Mais maintenant, on a vu la voie et on passe vraiment, ça est beaucoup intéressé. On ne pouvait même pas du tout sortir. La pluie peut rester pendant 3 ou 4 jours comme ça avant qu'on ne sorte. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, le PAPC, a tout prévu dans cet aménagement. Le désenclavement de cette zone autrefois impénétrable, des niches écologiques préservées le long du parcours, des coins d'observation de la nature pour les populations riveraines et la cohabitation eau et habitants devient paisible par ici. Atelier de validation du rapport sur l'analyse du paysage climatique pour les enfants au Bénin. Représentants de l'administration, de la société civile, du secteur privé et des communautés locales se sont retrouvés à Cotonou pour préparer les enfants et les jeunes à être partie intégrante pour sortir de la crise climatique. Virgile Arrodéon. C'est un conclave des représentants de l'administration publique, de la société civile, du secteur privé et des communautés locales. Une session dont les travaux doivent aboutir à la restitution et à la validation du document d'analyse du paysage climatique pour les enfants et la validation du rapport sur la consultation des enfants et des jeunes sur le changement climatique et autres enjeux environnementaux au Bénin. À l'instar des autres pays de la planète, le Bénin est confronté aux défis croissants liés au changement climatique et nous devons prendre des mesures immédiates pour protéger nos ressources naturelles et garantir un avenir durable aux générations futures. Je voudrais alors vous inviter à accorder un intérêt tout particulier aux travaux du présent atelier afin d'examiner minutieusement les recommandations contenues dans le rapport. Au Bénin, où l'exposition au choc et au stress climatique est de plus en plus forte, l'indice de risque lié au climat en ce qui concerne les enfants est de 7,6. Une situation préoccupante qui justifie les actions de l'UNICEF pour accompagner le gouvernement dans une lutte qui permettra d'avancer vers un avenir moins sombre pour les enfants. L'UNICEF reste toujours disponible
pour appuyer d'autres priorités du gouvernement, en plus de l'engagement des jeunes et des enfants dans la lutte climatique et la mobilisation de financement climat. Le document en question donne une vue globale de l'environnement climatique pour les enfants au Bénin, avec les actions et interventions des divers acteurs dans les domaines du changement climatique, de la protection de l'environnement et de l'énergie. L'ONG Survie de la mère et de l'enfant, au-delà du volet santé, se préoccupe aussi de la survie des forêts au Bénin. Elle a adopté une stratégie de lutte contre la déforestation à travers son projet dénommé Revalorisation de la biodiversité en s'appuyant sur les connaissances traditionnelles africaines au centre du Bénin. Ce projet vise à installer des divinités au sein des forêts avec l'implication des gardiens de la tradition tout en respectant les dispositions légales. Pierrette Anayossi. Freiner la déforestation et la dégradation à travers des connaissances endogènes. C'est la mission que l'ONG Survie de la mère et de l'enfant s'est fixée. La formule trouvée, c'est le projet Revalorisation de la biodiversité. Il vise à impliquer les garants de la tradition dans la préservation des forêts. Notre pays est d'essence vaudou. Cela veut simplement dire que notre culture est la chose qu'il faut revaloriser, qu'il faut placer au-devant de toutes nos actions. Lorsqu'on parle de forêt sacrée, on parle de rois, on parle des adeptes des cultes vaudous, on parle des babala ou des bokono. Sans ceux-là, il n'y a pas de forêt sacrée. Cette cible-là va se retrouver en face de l'administration pour coproduire les éléments à prendre en compte pour sacraliser nos forêts, pour que la durabilité des forêts soit une réalité. Le projet dont la cérémonie de lancement nous réunit ici ce jour comporte plusieurs activités dont les principales sont collecte de données de base qui servira de référence aux résultats du projet, identification de nouvelles forêts à reboiser et à protéger, l'atelier de coproduction des valeurs traditionnelles et modernes de protection et de conservation des forêts. Autorités, élus communaux, majestés, têtes couronnées, acteurs du domaine, tous se sont engagés à travailler pour son implémentation. Le département prend l'engagement de vous accompagner, d'accompagner l'ONG dans cette initiative. Le gouvernement suivra votre projet pour en faire une initiative nationale. Le projet Revalorisation de la biodiversité en s'appuyant sur les connaissances traditionnelles africaines au centre du Bénin intervient dans les 6 communes que compte le département des Collines. Il est rendu possible grâce à l'appui financier du Bénin, du Canada et des Pays-Bas et dure 36 mois pour sa phase pilote. Dans le reste de l'actualité, l'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias, à travers ses conseillers, fait le tour des médias. Ils étaient dans les locaux de la SRTB. La rencontre a permis d'aborder les enjeux éthiques actuels et de promouvoir une culture de responsabilité et d'intégrité au sein des médias. Propos recueillis, Saint-Tiche Quimpon et Edmond Mumbo. Vous avez la lourde responsabilité d'être dans l'information du service public et donc vous avez sur vos épaules l'ensemble donc de tous les besoins, de tous les desiderata donc du peuple béninois. Et c'est une lourde responsabilité, contrairement aux autres organes. Nous avons beaucoup de plaisir à vous suivre désormais sur, par exemple, les insides à l'intérieur vraiment des communautés. Le meunier, par exemple, au milieu de sa farine, c'est bien, c'est des sujets de société qui sont de plus en plus intéressants à initier. Dans un Bénin, Las Vegas aussi, où tout est joli, tout est beau. C'est très bien de présenter ces décors qui valorisent notre pays. Mais également, il faut noter quand même que nous sommes dans une réalité où on ne peut pas tout policer. Nous ne sommes pas du tout obligés de donner la parole aux injures, aux propos haineux, aux propos ethnocentriques. Et ça, c'est très important. Je pense que dans votre travail et dans notre travail, nous devons prioriser cette cohésion sociale et amener les hommes politiques à être davantage responsables pour que ce ne soit pas par la presse que nous ayons des conflits, que nous ayons donc cette violence dans les médias. Vous saignez ici pour travailler, vous n'avez pas beaucoup de moyens, même si de loin on dit que c'est la chaîne nationale. Quand on regarde ailleurs, quand on regarde ce que nous avons vu en Côte d'Ivoire, ce que nous avons vu au Ghana, etc., je pense que
Nous allons porter ensemble le plaidoyer d'avoir plus de ressources pour que la télévision nationale, déjà en effectif, ait une grande rédaction, et plus de personnes capables donc d'aller sur ces différents sujets. La commune de Malanville est toujours en tête en matière de lutte traditionnelle. Elle est venue à bout de Karimaman dans le dernier combat du tournoi organisé par la direction du parc national W Bénin. Objectif, renforcer la cohésion sociale dans l'Alibouri en vue de bâtir des groupes de soutien à la conservation de la biodiversité. Patrick Ayadji et Judikaël Aïda. Jusqu'au bout du combat, Zouaïrou Imadou réussit à envoyer tout Malanville au 7e ciel. Dans le challenge le plus attendu du tournoi, l'éternel duel des rois des arènes entre Karimama et Malanville tourne à l'avantage du natif de Tombouctou. Il a fini par envoyer au sol Zourkalei Nikaibou, le fils de Birni Lafia, au terme d'une série de rounds à rebondissement au bout d'une nuit magique dans la cité des Tassiganda. Ça s'était passé. Du coup, le Yanaïrou dit qu'il n'est pas du tout fort dans la lutte traditionnelle, qu'il n'est pas technique que son adversaire. Mais c'est Allah qui a donné la chance à le terrasser. La lutte traditionnelle pour nous, c'est notre propriété, c'est notre culture. C'est pourquoi quand il y a la lutte traditionnelle, la joie dans le cœur de la population est une réalité. C'est une très grande opportunité que African Park a donné à la population en général pour passer les messages de paix, de cohésion sociale, de vivre ensemble. Le succès des intercommunes de lutte traditionnelle a été éclatant. La direction du parc national W Bénin a vu juste en faisant d'une pierre plusieurs coups. L'objectif d'African Park, c'est de sensibiliser davantage les communautés sur la conservation du parc national du W Bénin. Notre travail a toujours été malheureusement mal vu par les communautés parce que les gens pensent que nous sommes là que pour interdire. Non. Aujourd'hui, nous avons fait du chemin. Les communautés sont en train de comprendre que le travail que nous faisons est le leur. Conserver le parc, c'est pour le bien-être des communautés, d'abord périphériques et de l'humanité tout entière. Mais au-delà de ça, ces activités vont permettre de voir l'émergence de certaines jeunes compétences que nous pouvons valoriser dans le futur. Le tournoi de lutte traditionnelle a pris fin à Malanville sous les yeux admiratifs du grand champion de la discipline, Isiaka. Les regards sont à présent braqués sur Kandi pour l'apothéose, la grande finale du tournoi de football. Hors du Bénin, en Namibie, la Haute Cour invalide une loi contre les relations homosexuelles. En France, plusieurs personnes font un nouveau rassemblement contre l'antisémitisme. Le point avec Esther Amessiga. Les défenseurs des droits des LGBTQ en Namibie célèbrent l'invalidité des lois qui criminalisaient les relations entre personnes de même sexe. Ces lois ont été invalidées ce vendredi par le tribunal namibien. Cette décision intervient dans un contexte d'intolérance croissante envers les homosexuels en Afrique australe. Au Bangladesh, des eaux de crue de la mousson inondent des centaines de villages. Dans le nord-est du pays, des écoles ont été transformées en abris pour ceux qui ont dû abandonner leur maison devant la montée des eaux. Plus d'1 million de personnes ont également été bloquées dans les régions septentrionales. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées jeudi soir à Paris à l'appel de plusieurs associations dont SOS Racisme et la Fondation des femmes. Elles dénoncent l'antisémitisme après le viol et les violences dénoncées par une jeune fille juive de 12 ans à Courbevoie. Après ces dénonciations de la jeune fille, 2 adolescents de 13 ans ont été mis en examen et écroués mardi pour viol en réunion, menaces de mort, injures et violences à caractère antisémite. En Turquie, au moins 5 personnes sont mortes et 44 autres blessées lors d'un gigantesque feu de végétation dans le sud-est du pays. D'après le ministre turc de la Santé, cet incendie a eu lieu dans la nuit de ce jeudi à vendredi et s'est déclaré à cause d'un brûlage de chaume. Les flammes se sont rapidement propagées sous l'effet du vent, touchant 5 villages.
7 équipes d'urgence et 35 ambulances ont été dépêchées sur les lieux. Un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.